sommes au jeudi soir et vous êtes bel et bien sur Tchad 24. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition. Niamey, dans la capitale tchadienne, abritera du 2 au 4 septembre prochain le premier forum national d'assainissement au Tchad. L'annonce est faite jeudi par le président du comité technique d'organisation Kanabé Biambo que je vous propose d'écouter. Ce tout premier forum sur l'assainissement au Tchad, organisé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, se tiendra du 2 au 4 septembre à l'hôtel Radisson Blu. L'organisation de ce forum vise à créer un cadre de dialogue multi-acteurs autour des problématiques liées à l'assainissement au Tchad. Réfléchir ensemble, proposer des pistes concrètes de solutions. Établir une feuille de route nationale pour une meilleure gouvernance du secteur. Dresser un état de lieu réaliste de la situation de l'assainissement au Tchad. Identifier les défis majeurs auxquels les populations et les collectivités font face. Valoriser les initiatives et bonnes pratiques alors en matière d'assainissement. Mobiliser les acteurs institutionnels, les partenaires techniques et financiers, les experts et la société civile pour les actions concertées. Le paludisme est un problème majeur de santé publique au Tchad. Pourtant, la stratégie mise en place par le programme national de lutte contre le paludisme ne semble pas efficace, vu le taux élevé de malades et de décès. Quelles sont les mesures en cours pour réduire significativement la transmission? Élément de réponse avec Ngakoto Mathurin. Après tant d'années de lutte acharnée, le paludisme reste la principale cause de consultation, d'hospitalisation et de décès au Tchad. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont la couche sociale la plus touchée. La maladie a représenté plus de 30% de nouvelles consultations dans les formations sanitaires en 2023, selon l'Organisation mondiale de la santé. En cette même date, à peu près 2 millions de cas de paludisme ont été enregistrés et environ 28% de décès dans les établissements de santé étaient liés au paludisme. Le gouvernement et ses partenaires à travers le département de santé publique ainsi que les entités telles que le Programme national de lutte contre le paludisme, la Croix-Rouge et ou la commune de N'Djamena ont élaboré divers programmes pour contrecarrer sa propagation. Qu'est-ce qui a changé? Le coordinateur national du PLNP, Dr Mahamat Saleh Issa Kadia, répond. Pour cette année, donc, nous continuons toujours notre lancée sur la promotion de l'utilisation des moustiquaires. Et pour ça, nous avons prévu les moustiquaires de routine, 1 600 000 moustiquaires pour les femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale et les enfants qui viennent pour la vaccination. Et à côté, nous avons en fait la chimioprévention du paludisme saisonnier pour les enfants de moins de 5 ans. Selon Dr Mahamat Saleh, une autre difficulté entrave sérieusement l'aboutissement des objectifs gouvernementaux en matière de santé publique. Aujourd'hui, pour avoir un impact sur la diminution des cas, il faudrait que tous les Tchadiens qui présentent un palud puissent se rendre au niveau des formations sanitaires pour qu'ils soient pris en charge de manière précoce, que ça soit documenté. Dans les régions en proie au paludisme, le mois d'août est considéré comme une période de haute transmission et justement, une des armes les plus efficaces contre le paludisme est mise en place. Pour la pulvérisation, il faut le faire chaque année. C'est une stratégie qui permet vraiment de diminuer drastiquement la population de moustiques et en même temps d'améliorer les conditions et la santé de la population. Tout produit chimique présente des effets secondaires. Dr Mahamat exhorte les citoyens à couvrir les aliments et les ustensiles de cuisine afin d'éviter tout contact avec des produits au moment de pulvérisation. Vous pouvez retrouver sur notre page Facebook Tchad 24 l'intégralité de l'intervention de Dr Odiar sur les mécanismes de lutte contre le paludisme. Les membres de l'Union nationale des commerçants et les opérateurs économiques du Tchad se sont rencontrés ce 20 août pour faire des propositions et recommandations afin d'enrichir le plan national de développement Connexion 2030. Il s'agit de l'annonce d'élaboration des projets réalisables pour le prochain sommet international Tchad-Émirats Arabes Unis. Retour sur la rencontre avec Pafing Duré. Changer économiquement en transformant les richesses naturelles à l'intérieur du Tchad a convaincu les membres de l'Union nationale des commerçants du Tchad et les opérateurs économiques. Tous ont argumenté que la voie de développement économique du Tchad ne reste que d'investir dans l'agriculture,
de créer des unités industrielles. C'est pour cette raison que commerçants et opérateurs économiques ont projeté la mise en place d'une commission d'encadrement des entrepreneurs. Cette commission aura pour rôle de faire l'étude de faisabilité des projets pour en extraire ceux pertinents et bancables pour avoir raison sur les investisseurs au sommet d'Abu Dhabi d'ici novembre. Pour arriver à asseoir des industries véritablement bénéfiques, ils ont plaidé pour un code d'investissement révisé et modernisé. Si le gouvernement entend parler la même langue que l'UNC, le Tchad aura gagné le cap de la migration vers une économie moderne incontournable, ce qui connectera le Tchad à lui-même, à ses voisins, à son potentiel et au monde, ont-ils prévenu. L'Union nationale des commerçants et les opérateurs économiques cherchent une entente sur les projets pour obtenir un financement à l'occasion du sommet international PND Connexion 2023. Adopté le 30 mai 2025, Tchad Connexion se présente comme un nouveau cycle de développement du pays. Depuis quelques jours, la ville de N'Djamena et ses environs reçoivent des averses suivies des vents et des grêles. Quelques quartiers périphériques ont également enregistré des dégâts. Entre-temps, les prévisions météorologiques indiquent que les derniers jours d'août devraient connaître un ciel nuageux, mais avec des éclaircies. Mais la probabilité de pluie reste faible avec une diminution progressive. La sénatrice Madidian Padiarut revient sur ses traces en séjour dans le Mandoul. Elle a échangé avec les conseillers municipaux et provinciaux et a exprimé ses reconnaissances à sa communauté pour le choix pendant les élections sénatoriales passées. Dominique Didéo est notre correspondant depuis la localité. Adresser ces reconnaissances à la base pour leur soutien aux élections sénatoriales est l'objectif d'une rencontre d'échange entre la sénatrice Madidian Padiarut et les conseillers provinciaux et communaux. D'entrée de jeu, la maire première adjointe de la commune de Koumra, Nyanroy Grasse, a exprimé ses gratitudes pour ce cadre d'échange qui est d'une importance capitale pour l'unité. Jaskingabay Djimadoumngar, secrétaire exécutif par intérim du conseil provincial du mouvement patriotique du salut, appelle les uns et les autres à faire preuve de dépassement en oubliant les guéguerres pour faire place au développement du Mandoul. Adoumadji Ralbay, député du département de Taralnas, présent à cette séance, invite tout un chacun à regarder dans la même direction. Milé Romba Frédéric, président du conseil provincial du Mandoul, a rappelé l'importance de faire blocus aux pépins avant de présenter la mission du conseil. Moi, ma mission en tant que conseil provincial, c'est de m'occuper du développement pour que le Mandoul avance. Le gouverneur, il représente le chef de l'État. Il veille à ce qu'il y ait cohésion sociale, paix et le respect des lois. Madidian Padiarut, sénatrice du Mandoul prenant la parole, situe l'objectif de ce cadre. Vous avez réussi à nous élire. On part définitivement. On ne retourne pas. Comment on qualifie? C'est de l'ingratitude. Et c'est qu'on ne connaît pas aussi notre mission. Donc il fallait revenir avec ou sans moyens pour ne serait-ce que échanger avec d'abord les frères, les collègues élus et puis ceux à qui nous avons confié la reine de la province. Madidian Padiarut, tout en invitant les siens au travail, a fait la lumière sur les prérogatives de tous. Même auprès des autorités, on va leur dire, on doit attirer leur attention sur ce qui va mal partir, sur ce qui va se dégénérer. C'est aussi notre travail. Sinon, on ne pourra pas. Quand il n'y a pas la paix, la quiétude, quand nos populations ne s'acceptent pas, nous ne pourrons pas avoir les possibilités de travailler normalement. On ne peut pas amorcer le développement. À tour de rôle, les conseillers provinciaux et municipaux ont pris la parole pour des orientations claires et nettes pour le développement de la province du Mandoul. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Loni, a adressé le 13 août dernier un message aux présidents et dirigeants des fédérations nationales sportives. Dans son intervention, il est revenu sur la crise qui secoue depuis plusieurs mois le comité olympique et sportif tchadien Costa. Attention. Selon le ministre Maïdé Hamid Loni, le bureau exécutif dirigé par le général Idriss Dokoni Adiker demeure le seul organe reconnu par le gouvernement. Il a ainsi invité les fédérations à se conformer à la légalité. Interrogé à propos de cette déclaration, Dr Weibogo Dounia Derfos, premier vice-président du bureau provisoire mis en place par les fédérations contestataires du COST,
salue la volonté d'apaisement du ministre, mais nuance que la légitimité du bureau actuel ne saurait être imposée par une simple reconnaissance gouvernementale. Le ministre est bien fondé, bien placé pour intervenir dans des situations pareilles parce que c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le COST n'a pas des injonctions à faire au ministre et le ministre ne peut pas nous faire l'injonction de regagner l'ex-bureau qui a déjà pris une résolution de nous suspendre. Nous allons travailler comment? Nous ne l'appartenons plus et nous sommes majoritaires. En plus de ça, la cooptation qu'ils ont faite pour ajouter des individus dans ce camp pour parler des textes de quoi. La querelle autour de la direction du COST plonge le mouvement sportif tchadien dans un état de blocage. Pour de nombreux observateurs, cette crise risque de compromettre les réformes annoncées, notamment celles visant le redressement, l'assainissement et la professionnalisation du sport national. En attendant une solution durable, le ministre appelle les instances sportives à privilégier le cadre légal et institutionnel pour résoudre leurs différends. Cependant, nos tentatives d'obtenir la version du bureau dirigé par le général Idriss Dokoni Adiker sont restées infructueuses. On termine avec ces quelques informations internationales au Cameroun où le président Paul Biya est visé par une procédure judiciaire qui risque de bloquer sa candidature à la présidence. Au Japon, entre-temps, le sommet pour le développement s'est ouvert et le chapitre noir dans le milieu du football béninois. Retrouvons Marouka Cécile. Au Cameroun, Aker Mouna, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun et candidat de l'opposition à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, a introduit une requête en contestant d'inéligibilité du président de la République Paul Biya au Conseil constitutionnel. L'opposant demande que la candidature du président Paul Biya soit invalidée, déclarant que le chef d'État âgé de 92 ans est incapable d'assumer les exigences d'un scrutin public. À Tokyo, les dirigeants et les représentants d'une cinquantaine de pays africains ainsi que des responsables d'organisations internationales sont réunis au Japon pour la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. À l'occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi à renforcer les partenariats mondiaux avec l'Afrique, soulignant que les pays qui abritent les vastes richesses minérales du continent doivent être les premiers bénéficiaires. Il a également appelé à prendre des mesures audacieuses en matière d'allègement de la dette, soulignant que 34 pays consacrent actuellement plus d'argent au service de leurs dettes qu'à la santé et à l'éducation. À Gaza, l'armée israélienne poursuit ses bombardements massifs, ville assiégée, et s'est dit prête à engager une offensive terrestre de grande ampleur. Mercredi, le porte-parole de l'armée, le général Efi Defrain, a confirmé le lancement d'opérations préliminaires en vue d'une attaque généralisée. En football, l'ex-international béninois Razak Omotoyosi est décédé à Lagos, au Nigeria, à l'âge de 39 ans. Auteur de 21 buts en 47 sélections entre 2004 et 2016, il devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale béninoise. L'attaquant avait notamment défendu les couleurs du club français lors de la saison 2009-2010, participant à 28 rencontres et inscrivant 2 buts. Eh bien, c'est la fin de cette édition, mais retenez ceci. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.